Bonjour à tous, partie 2 du podcast Édition Football de cette semaine, l'épisode numéro 10. Je dis partie 2 parce que ceux qui ne l'ont pas remarqué, on a fait ça en deux parties. On a une partie 1 qui est déjà disponible sur YouTube et Spotify. Même chose, celle-ci également. J'ai fait ça en deux parties parce qu'on avait beaucoup de bons stocks à faire. La première partie est consacrée au volet universitaire avec notamment une discussion sur la fragilité du football universitaire québécois. N'hésitez pas à regarder ça aussi. La partie 2, football collégial. Beaucoup de stock. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de matchs intéressants. On se retrouve avec des... pas un imbroglio, là, n'allons pas là, mais des scénarios, disons, qui s'entrechoquent une quantité de possibilités pour les équipes au niveau D1 comme D2 pour le classement final, particulièrement D2 ou au total. Et j'exclus notamment un des scénarios, notamment la victoire possible d'Unsick contre Montmorency. J'ai exclu ça. Malgré ça, ça fait 16 scénarios différents et avec tout ça, des positions au classement pour les différentes équipes qui vont se qualifier. Donc, allez voir ça, notamment sur mon article que j'ai publié un peu plus tôt cette semaine sur le bulletinsportif.ca. Vous irez voir ça. Mais tout de suite, on vous présente tout ce qui a été fait sur les terrains au niveau du football collégial, Division 1 et Division 2. Analyse avec William Julien et Marc Gagnon. Ceci dit, avant d'aller là, je veux vous parler d'une nouvelle qui est sortie, soit le congédiement de l'entraîneur-chef de l'équipe du cégep de Drummondville, les Voltigeurs de Drummondville. Congédiement, on en a chaque année des coachs qui s'en vont. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'il reste un match à la saison et on a signifié à M. Francis Lapointe que ses services ne seraient pas requis pour le dernier match de la saison. Évidemment, ça entraîne des questionnements un peu partout dans le milieu. J'ai parlé avec Francis Lapointe et voici en gros ce qu'il faut savoir. C'est une décision commune, basée notamment sur les résultats. Il y avait des objectifs au niveau de résultats qui avaient été donnés. Et ces objectifs n'ont pas été rencontrés. Une seule victoire pour Drummondville cette saison. Donc, ça aura coûté le poste de Francis Lapointe. Par contre, on peut se poser des questions par rapport au contexte dans lequel les choses se sont passées. Évidemment, c'est décevant pour lui parce que passionné de football, il voulait continuer. Décevant aussi parce qu'il ne peut pas coacher son équipe jusqu'à la fin. Par contre, on a pris cette décision-là, notamment parce qu'on ouvre le poste pour une période de 2 semaines. Donc, le 6 novembre, on va fermer cette ouverture de poste-là dans l'espoir d'avoir des candidatures d'ici là. Et le cégep espère pouvoir justement trouver un entraîneur rapidement et que cet entraîneur-là, évidemment, soit prêt pour la période de recrutement. Donc, on le justifie comme ça pour le moment. Le pourquoi, bon, objectif de victoire, on peut comprendre. Ceci dit, on se retrouvait avec quand même un programme qui s'est amélioré sur plusieurs aspects. Les services aux joueurs, notamment. Il faut mentionner aussi, et c'est Francis Lapointe qui le mentionnait, à son arrivée, il y avait 22 joueurs qui quittaient entre 2 saisons pour toutes sortes de situation, que ce soit académique ou quoi que ce soit. Et la dernière année, c'est seulement 7 joueurs qui ont quitté, dont 2 seulement qui ne sont pas revenus au jeu pour des raisons académiques. Bref, il y avait de l'amélioration à un paquet de places dans le programme. Aucun problème. Il mentionne aucun problème entre lui, la direction, les services aux élèves, les autres entraîneurs, les joueurs. Donc, franchement, c'est une décision vraiment basée sur les résultats sur le terrain. À suivre maintenant de savoir si un nouvel entraîneur, celui qui arrivera en place, saura prendre les choses en main et faire mieux. On leur souhaite, mais d'ici là, donc, c'est Francis Lapointe qui fait les frais de cette décision-là. Puis on va le dire à quelque part, les joueurs qui, malheureusement, n'ont pas leur entraîneur pour les accompagner dans le dernier match de saison. Donc, triste nouvelle de ce côté.
Et on va lui souhaiter la meilleure des chances. Il est toujours très intéressé par le domaine du football et du coaching. On l'a dit, c'est un passionné. Donc, après la Coupe Vanier, quand les vannes vont s'ouvrir pour les différents changements de place des différents entraîneurs un peu partout dans le football québécois, Francis va essayer de se trouver une place. Donc, ne cherchons pas plus loin. C'est une décision administrative. Il n'y a pas rien de caché. Il n'y a pas rien dans tout ça qui découle d'une problématique majeure. C'est une question de victoire-défaite. Ça fait partie de la game. Est-ce que ça devrait faire partie de la game dans du collégial Détroit? Si on voit que les choses qui encadrent les joueurs, qui encadrent le football, qui encadrent la vie de ces étudiants athlètes-là s'améliorent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas à moi à déterminer ça. Ceci dit, la question se pose. Ça reste que ce n'est pas du professionnel. Mais en même temps, un programme sportif sert d'attraction ou d'attrait pour amener des jeunes étudiants au sein de notre cégep ou de notre institution scolaire. Donc, évidemment, cette attractivité-là vient aussi du fait des succès de l'équipe. Donc, une décision que c'est pas à moi de juger. Ceci dit, ça explique un peu ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qui en est de cette histoire autour du départ de Francis Lapointe, à qui on souhaite évidemment la meilleure des chances pour trouver une nouvelle place pour la saison prochaine. Sur ce, amusez-vous bien, comme nous autres, on s'est amusés à faire ce gros show-là de foot collégial. Foot collégial, Marc Gagnon, William Julien, bienvenue, messieurs, à cette nouvelle édition du Football Podcast, bulletin sportif et tralala. Comment ça va, les gars? Ça va, vous autres? Yes. Bien, super bien. Beau moment de la saison, on aime ça, le football. Beau moment de la saison qui nous amène à faire des mathématiques. Sur ce, je vous invite à aller lire mon dernier article à ce sujet. J'ai fait les maths pour vous autres, ceux qui se demandent qu'est-ce que ça prend à leur équipe pour avoir une chance de se placer où dans un classement. En collégial, D1, D2, D3, juvénile, D1 et universitaire. Il y a des catégories moins compliquées que d'autres. Là. On y reviendra, notamment en D2 collégial. On a eu une fin de semaine. On va commencer avec le D1 comme on fait d'habitude. On a eu une fin de semaine, comme à chaque fois, très intéressante. En partant, je vais commencer par en bas, façon de parler. Victoire de Garneau contre Vieux-Montréal, qui élimine le Vieux-Montréal officiellement. Une victoire, en fait, une défaite pour Vieux-Montréal crève-cœur. Oui, absolument. Parce qu'on avait réussi, c'était un match défensif. On avait réussi, malgré tout, à aller marquer 10 points en fin de match, puis prendre les devants du côté de Vieux-Montréal. Et à la toute fin, Garneau qui est allé marquer le toucher et éliminer les Spartiates. Et pour la première fois depuis 1985, messieurs, et les Spartiates et les Cheetahs de Vanier ne seront pas des éliminatoires la même année. Fait que, en gros, un mot sur le match, là, parce que c'est important notamment pour Garneau qui se place pour les éliminatoires aussi du féminin. Oui. Oui. Je ne sais pas par où commencer si je parle de Garneau ou on va parler de Vieux-Montréal. Vieux-Montréal, de mon takeaway du match, là, j'ai trouvé comme d'un, on avait une attaque qui était anémique. Là. Des deux côtés, ça a été quand même difficile. Oui. Mais par contre, ça m'a vraiment frappé au niveau de CVM. On est arrivé avec une stratégie où on est revenu un peu avec notre légendaire Wing T, où on a mis énormément de gens dans la boxe. Je ne suis pas sûr qu'on a, cette année, on est outillé, on a le personnel pour faire ça. On a essayé de jouer, essayer de passer à travers Garneau, alors que c'est une défensive qui est très physique. Là. On n'a jamais été capable vraiment de se trouver un rythme. On a changé de corps arrière aussi une année dans le match pour essayer de changer ça. Philippe Porcel amène quand même une partie au sol qui est intéressante, mais il était peut-être un peu trop tard, puis on a été malheureusement, on a fait une erreur qui a coûté le match. Là.
à la fin du match, un gros jeu de Garneau. Là, on n'enlèvera absolument rien là-dessus. Là, la balle était placée parfaitement. Le receveur a fait une belle job. Donc, c'est ça. Vieux-Montréal qui va perdre ça. Garneau a fait juste ce qu'il fallait. Ils ont parti en canon, là, d'ailleurs, le premier jeu du match. On est allé marquer sur un petit jeu dans le flat, relativement simple. Fait que non, Garneau est quand même en bonne posture pour les séries. Là. Il nous reste encore un match à jouer, mais on commence à reprendre un peu de momentum de ce côté-là. Will, je ne sais pas comment tu as vu le match, parce que je pense que tu as un bon point, Marc, quand tu dis la robustesse de la défensive de Garneau. Ouais. Ça reste tout le temps l'enjeu quand tu joues contre cette équipe-là. C'est sa force. On a mentionné la qualité des secondaires qu'on a là, mais il y a une ligne défensive aussi capable de faire le travail. Fait que si tu prends de front, tu te mets à risque. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais je ne sais pas comment tu as vu le match pour toi, William. Moi, personnellement, j'aurais. Tu sais, Michael Apostol a pris le ballon 21 fois. Parfait. Ouais. C'est sûr que tu n'étais pas capable de revirer cette base. Si l'Apostol devrait faire des verges, tu ne peux pas devenir une attaque aérienne. C'est ça, ça a été le problème. On en a eu la preuve, là. On en a eu la preuve. On a utilisé les deux carrières, c'est ça de passe complétée entre les deux ensemble. Tu vas me dire, de l'autre côté, c'est un peu la même chose. De l'autre côté, la différence, c'est qu'ils ont lancé deux passes de toucher. C'est juste ça. Mais ça n'a pas été. Écoute, ça s'est joué au sol, ce match-là, là, complètement d'un côté et de l'autre. Garneau a juste été bon par la passe quand c'était le temps d'être bon par la passe. Marc l'a souligné d'ailleurs, le gros catch à la fin du match pour aller chercher le toucher. Mais écoute, le Vieux-Montréal, puis je pense que je suis d'accord là-dessus. Quand tu veux jouer contre une défense robuste, il faut que tu aies le personnel offensivement pour jouer contre une défensive robuste. Le Vieux-Montréal a une ligne à l'attaque correcte cette année, mais pas la ligne à l'attaque qu'on a eue dans les années antérieures. Là. Donc, pour revenir à ça, c'était un peu un drôle de choix de stratégie. Je suis d'accord, le wing tee et tout. Marc connaît ça aussi là, dans le coaching. Il faut que tu ailles les éléments, puis il faut que les gars comprennent ça aussi. Donc, c'était un peu. On était capable de courir, oui, effectivement. Mais c'est comme tu le mentionnes, Phil, si l'Apostol n'est pas capable de courir, le Vieux-Montréal n'est même pas capable de mettre 10 points sur le tableau, tant qu'à moi. Donc, on était chanceux que le jeu au sol a quand même fonctionné. Pour le Vieux-Montréal, oui, c'est une défaite serrée. Ils auraient pu gagner ce match-là. Ils se donnaient une chance encore d'aller en éliminatoire. Mais malheureusement, ce fut trop tard. Et ça a été ce match-là était un peu à l'image de la saison du Vieux-Montréal. Beaucoup d'erreurs à des moments opportuns, une attaque unidimensionnelle. Donc, Garneau est allé chercher le match quand ça comptait. Puis ça, c'est une belle victoire pour Garneau, qui est déjà assuré d'aller en série, qui peut maintenant seulement qu'améliorer son sort. Bon, au moins, tu es qualifié avant le dernier match de la saison contre une grosse équipe à Saint-Jean. Donc, ça va être très intéressant. Exact. Fait que regarde ça pour dire que je pense que on pourra faire un bilan de la saison de chaque équipe. Puis évidemment qu'on va parler de comment ça s'est passé avec le Vieux-Montréal. On va laisser la saison se finir pour ça. Défensivement, il faut donner crédit. Le duo Sonné-Rancourt a été excellent pour Garneau encore. Il faut que tu aies les éléments pour jouer contre eux, comme que Marc le disait un peu plus tôt. Exact. Puis ça n'a pas été le cas du Vieux. Bon, fait que bottom line, on en est là. Petite parenthèse aussi, Garneau, Léopold, Damo-Dion, le corps arrière. Là. Il est revenu, je pense qu'il a dû être blessé là, durant la saison, mais il amène de quoi un beau petit spark. Oui, exact. Puis d'ailleurs, on l'avait vu au début de l'année. C'est un gars capable de se promener avec le ballon, capable de courir. Je pense que c'est même lui qui avait été première étoile, qui avait été étoile offensive la première semaine. Donc, il avait battu Saint-Jean la première semaine. Exact. Parlant de Saint-Jean, victoire, je vais l'appeler facile si on veut. Alors, remarque, un début de match assez chancelant, puis on a comme ça. On s'est peut-être fait une petite peur. Mais une fois que M. Carignan a décidé que le moteur était bien huilé, bien parti, il est allé chercher un autre énorme match et par le fait, il a établi le record pour le nombre de verges par la réception, par la voie des airs, pour un receveur de passe dans l'histoire du collégial D1. Chapeau à lui. Chapeau à Saint-Jean qui a encore démontré la puissance de son offensive.
Oui, absolument. Écoute, le duo Théroux, Carnian encore qui s'est en marche. 4 passes de toucher encore pour Théroux à 249 verges. En plus, aucune interception dans ce match-là. Donc, un point très intéressant. Dont 2 passes de toucher à son grand ami Nathan Carnian. 201 verges pour Carnian sur 10 réceptions. On va arrêter d'en parler parce que tout le monde, je pense, commence à le connaître pas mal, ce duo-là. Et Carnian, en plus, il reste un match pour ajouter des verges à son record. Donc, ça va être, ça va être intéressant. Parce que c'est un match quand même qui est important pour les géants qui peuvent améliorer, qui peuvent confirmer leur match à domicile. Donc, on ne fera pas jouer les remplaçants, là, à moins qu'on ait une avance à un moment donné dans le match. Là, mais quand même, Garneau a battu Saint-Jean au premier match de la saison. Donc, on ne peut pas prendre Garneau à la légère du côté des géants, ça c'est clair. Des belles choses. On a vu Barcelo encore utiliser de belles façons par l'attaque de Dimitri Morin. Il a couru beaucoup plus qu'il a attrapé le ballon. Cette course au sens de verge a d'ailleurs été le meilleur porteur des géants dans ce match-là. Il a marqué un toucher au sol, donc ça a été un très, très beau match offensif. Oui, début chancelant, mais quand Saint-Jean a pris son air d'aller, c'était difficile pour Vanier de rivaliser avec les géants. J'ai eu l'impression de vivre un petit peu un quart et demi à peu près de 2022. Dans le premier quart, là, où on avait de la misère à se trouver un rythme, on pognait beaucoup de pénalités, fait qu'on faisait du tcha-tcha, on avançait, on reculait. Puis c'est ça, tu l'as dit, la façon que Saint-Jean arrive à tourner sur un dissous, là, quand ça se met à bien aller, là, c'est quelque chose. C'est dur à arrêter, c'est gros jeu. C'est mieux d'être équipé pour veiller tard si tu veux rivaliser avec Saint-Jean quand il prend son air d'aller, honnêtement. Ouais, sauf que, puis on en reparlera évidemment, on aura le temps, là, mais Saint-Jean est mieux de s'arranger pour éviter les périodes de flottement. On l'a vu, ça leur a je vais dire probablement, là, mais ça leur a peut-être même assurément coûté le match contre Champlain-Lennox. Absolument, on en a parlé la semaine passée. Ça a donné un mauvais début de match. Heureusement, évidemment, on jouait contre Vanier, là, mais d'ici à la fin de l'année, on joue plus contre des Vaniers là, d'ici à la fin de l'année. Fait que faut éviter ça si on veut avancer. Là. Tu fais bien de le mentionner parce que là, on joue Garneau qui t'a battu à la semaine numéro 1, donc et que Garneau veut améliorer son sort également dans le classement. Du côté de Saint-Jean, tu veux jouer à domicile. Et après ça, tu t'en vas en éliminatoire. Donc, tu fais bien de le mentionner, tu ne peux pas avoir des périodes de flottement. Il faut t'éviter aussi l'indiscipline. Ça, c'est un problème un peu qu'on a là, dans les derniers matchs du côté de Saint-Jean. On est beaucoup trop indiscipliné. Ça pourrait coûter cher. À un moment donné, tu vas aller chercher des gros morceaux de terrain. Mais ça va se resserrer. En éliminatoire, c'est un autre match. Puis surtout que c'est l'effet d'un match. Ça va être du do or die, comme on dit. Donc, il va falloir corriger cette facette-là du côté des géants. Faites bien de le mentionner, messieurs. On perdait 16-0 là, à un moment donné. C'est pas. C'est ça. Vanier, tu peux peut-être te le permettre, mais ça n'arrivera pas là, contre d'autres équipes. Puis tu peux te le permettre, c'est vite dit parce que Vanier a eu des très, très bons matchs défensifs cette saison. Tu aurais pu te retrouver que Vanier reste dans sa game, puis garde, you never know. Là. Gros travail de la défensive, de la tertiaire en particulier. 3 interceptions, dont une de M. Sarrazin de toute beauté au premier quart. Il y a eu un force fumble aussi dans le match. Fait que ça, on a vu qu'on avait steppé up de ce côté-là. Je veux juste revenir un petit peu sur Nathan Carignan. J'ai la chance de le voir. C'est de toute beauté ce qu'il arrive à faire en couverture. En double coverage, il va quand même aller chercher, il va être capable de placer son corps. Ses changements de direction, il arrive à créer sa séparation de merveilleuse façon. C'est chapeau à lui, il le mérite amplement. C'est tout un receveur de base. On a hâte. Ben, regarde, l'an prochain, il va être encore là en plus. Fait que, bref, on aura l'occasion, mais c'est un beau joueur à continuer de suivre. Allons-y maintenant avec les 2 gros matchs. Je vais dire 2 gros matchs parce qu'on était 4 adversaires là, du haut de classement. Grasset contre Champlain-Lennoxville. Grasset, un début de match horrible. On s'est tiré dans le pied. En deuxième demi, on est revenu correct. Notre défensive a fait sa job. On n'a rien donné en deuxième demi, mais trop tard. On perd 29-22. Donc, ça fait 2 matchs là, de Grasset où est-ce que pendant une partie du match, on ne semble pas là, puis ça nous coûte cher. Il est arrivé la même chose contre Limoilou. Bref, là, Champlain-Lennox, il y a
Est-ce que c'est de la concentration? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de réagir à certains éléments, puis ça prend, en termes d'exécution, ça prend des coachs qui replacent des affaires? Qu'est-ce qui fait que cette équipe-là de Grasset, qui est capable de tout faire, parce que c'est une équipe extrêmement complète, se fait avoir comme ça 2 matchs de suite où est-ce que l'exécution de l'autre côté est vraiment là? Mais tu sais, ça reste que c'est défensivement, Champlain-Lennox est allé faire des gros jeux. Oh, Puis, mais tu sais, quand tu crées des situations, tu crées des interceptions, tu crées des fumbles, ben, à quelque part, c'est parce que tu as été soit plus agressif, tu as vu des jeux, tu as vu des choses, tu as été capable de compléter. Puis c'est ce que Champlain-Lennoxville a été capable de faire en fin de semaine contre Grasset. Oh, absolument. Puis c'est un bon point parce que Grasset, ça fait 2 matchs, puis je l'avais mentionné la semaine passée. On dirait qu'ils avaient tellement eu peu d'adversité depuis le début de la saison. Je parle en termes de se faire créer des revirements ou des choses comme ça. Que là, on réagit mal lorsqu'on se fait soit intercepter. Pepe Gonzalez a d'ailleurs lancé 3 interceptions dans ce match-là où il a lancé 3 passes de toucher pour 354 verges. Bon, je l'ai senti à un moment donné, après sa première interception, commençait à être hésitant. Gardait le ballon un peu trop longtemps il a gardé le ballon 2 fois là, trop longtemps dans ses mains où il aurait pu faire un jeu. Mais là, on commence à être hésitant. C'est peut-être ça qu'on a du côté de Grasset parce qu'on n'a pas été habitué de se faire. Comment je pourrais dire, que c'est l'adversaire qui dit que l'allure du match est non Grasset. Puis je pense qu'on a des tendances à mal réagir. Là, il va falloir corriger ça parce que là, ça arrive à un mauvais moment dans la saison. C'est vers la fin de la saison, puis les séries s'en viennent. Donc, Grasset, là, qui était une équipe qu'on voyait presque s'assurer d'un bail. Mais là, dans les scénarios avec les mathématiques, il n'y a rien d'assuré pour André Grasset en première ronde présentement. Donc, il va falloir être bon la semaine prochaine pour au moins corriger nos erreurs, puis entrer en série avec la confiance. Là, parce que c'est présentement, on joue trop de matchs en 2. Ça fait 2 matchs qu'on joue des matchs en 2 temps. Ça va coûter cher là, comme des adversaires comme Lennox et Limoilou. Oui, effectivement. Le match, en fait, ce match-là, c'est, je pense, dans 3 minutes où la défensive de Lennox a scoré 14 points. Là. Ben oui, un scoop and score sur un ballon échappé, puis après ça, une interception ramenée pour le toucher d'Ashton Philistin. Comme tu dis, là, c'est passé de 7-0 à 21-0. Puis tout de suite après, il y a eu le 22-0 parce que Jaden Rice est capable de la botter jusque dans le fond. Fait que ça a fait 22-0. Tu étais à 22-0 avant que Grasset se remette à partir la machine. Mais tu sais, ces crics-là de Grasset, là, puis je vais les appeler de même, ils trouvent le moyen de rendre la game intéressante pareil, malgré ça. Un peu comme c'est arrivé contre Limoilou, parce qu'il y a tellement de talent dans cette équipe-là à tous les niveaux qu'on est capable de, comme à un moment donné, on dirait effacer puis recommencer puis là, prendre contrôle. Et c'est ce qui est arrivé à partir de la fin du match. Puis Kervin Spoll, là, à la toute fin de la première demi, il y a un touché sur le retour de beauté. C'est juste qu'évidemment, c'est rappelé parce qu'il y a une punition. Bon, est-ce que cette punition-là a fait en sorte qu'il a réussi à se rendre? Là? c'est toujours ça, puis c'est ça les punitions, mais ça reste qu'au bout du compte, encore une fois, il y aurait eu moyen de se garder dans le game puis peut-être aller la chercher à la fin, mais on parlait de Saint-Jean là, qui avait des moments de flottement. Pour Grasset, c'est encore plus... évident. C'est encore plus évident, on dirait. Oui. C'est parce que c'est des moments opportun dans le match, beaucoup plus que Saint-Jean. Puis ils viennent de le faire contre. On disait Saint-Jean, il fallait qu'il l'évite contre des gros adversaires. Oui, on l'a fait contre Lennox, mais on a seulement perdu par 1 point. Mais là, Grasset vient de le faire contre 2 bonnes équipes à l'approche des séries éliminatoires. C'est ça, c'est des moments, pour moi, de flottement beaucoup plus évidents que sur Saint-Jean, là, présentement. Exact. Tu sais, je ne mettrais pas, oui, évidemment, là, Grasset, on perd mais Lennox a joué un match. Mais il y a quand même eu des points positifs. Le front défensif a fait un super job contre le jeu au sol de Champlain. Oui, on a donné seulement 55 verges à Jerry Momo. Oui, exact. Le retour de Gabriel Taché aussi, ça a apparu. Ouais. Puis Charles Williams, quel match, là, qui est demi serré, là, slot, il est merveilleux. Là, il y a vraiment un gros match. Beaucoup de balles échappées encore, par exemple, du côté de Grasset, puis ça saute aux yeux. Là. Des fois, les gars sont complètement ouverts, là, fait que des fois, concentration, température, c'est sûr que c'est ces 2 côtés. Puis c'est ça. De l'autre côté aussi, je regarde Champlain-Lennox. On a généré seulement, dans le fond, on avait 14 points par notre défensive. Le reste, c'est notre offensive qui l'a fait.
On a été quand même conservateur dans notre approche. L'attaque en a fait juste assez pour pallier à ce que la défensive avait fait, dans le fond. Effectivement. Exact. Puis c'est ça, vous l'avez dit, il y a eu des bonnes choses des deux bords. L'affaire, c'est que c'est ça, la défensive de Champlain trouve le moyen de marquer des points. Parce qu'en défensive, Grasset, on a déjà parlé de lui, là, on va en reparler, mais Farrell Niago, encore une bête. Franchement, un autre gros match de sa part. Effectivement. Je dois saluer le travail de Simon Potvin aussi. Un seul catch, mais tout un. Mis un tackle, mis ça dans la zone des buts sur un beau seam. Oui, puis comme tu dis, briser un plaqué, mais forcer son chemin jusqu'à la bonne zone, sérieusement, c'était quelque chose. Et un jeu qui passe peut-être sous silence, mais au troisième quart, à un moment donné, il y a une passe vers lui. Ça s'en va pour une interception, un pick six. Il a fait un jeu de demi-défensif là-dessus. C'est lui-même qui a fait le jeu pour rabattre la balle, mais sinon, là, le match venait de virer. Là. Mais bon point de pensée, présence d'esprit, merveilleux. Chapeau. Excellent. L'autre match, puis ça, quelle fin. Limoilou qui l'emporte à la toute fin contre Notre-Dame. Écoute, ça, scénario digne de film, là, écoute, c'était quelque chose. Il reste, grosso modo, là, pour raconter la fin, il reste 3 minutes à jouer. Notre-Dame vient de prendre les devants par 10, puis Limoilou trouve le moyen d'aller gagner ce match-là. Un touché d'abord, ensuite un bot et court récupéré, puis on finit avec Joey Marcotte, l'homme, le monsieur de l'attaque de Limoilou qui finit le travail. Écoute, avec 183 verges de game. 183 verges. Puis, tu sais, rajoute à ça les 63 verges de Jérémy Ouellet, qui est un corps arrière tough, mais tough. Comment il joue bien sous pression, capable de courir, capable d'étirer les jeux. Sa passe de toucher qu'il a faite à Mathieu Boivin, la pression était à peu près à 6 pouces de lui, trouve le moyen de se sauver, court vers la droite, décoche une longue passe, là, trouve le moyen de trouver Boivin. Écoute, moi, Jérémy Ouellet est excellent cette année, là, mais écoute, il aurait pu facilement échapper ce match-là. Puis pas parce qu'ils ont joué un mauvais match. Non, notre CNDF a joué un excellent match. Défensivement. On parlait tantôt de Champlain-Lennoxville qui ont provoqué des affaires contre Grasset. CNDF, ils en ont-tu provoqué des affaires contre Limoilou dans ce match-là? C'était quelque chose. Mais quand même... Charles-Antoine Ledoux, d'ailleurs, qui a connu tout un match pour le TNDF. Lui, il était partout sur le terrain. Là. C'est pas compliqué. Là. Si vous voulez revoir le match, regardez le numéro 3, vous allez le voir, il est partout pas sur le terrain. Exact. Par contre, en fait, Limoilou, en première demi, offensivement, ont tout fait pour échapper le match. Là. On parle de 3 fumbles, interception. On a même échappé une interception aussi qui aurait pu être amenée. Ouais. Mais c'est ça, leur défensive les a tenus quand même dans le match. On n'a jamais pris plus que 10 points d'écart. Pourtant, là, CNDF, même en deuxième demi, je pense qu'on a ramené un kick-off return pour un toucher. Toutes des choses pour virer le momentum. Ben non, on est resté là, on est resté dans le match. Puis Jérémy Ouellet, pour moi, c'est... Oui, Joey a fait un excellent travail, beaucoup de verges. Mais M. Ouellet, quand il prend la balle et il décide de courir avec, il sait quoi faire pour gagner un match. Ça, c'est... Jérémy Ouellet, c'est un gamer. C'est le fameux gamer. Là, quand ça compte, il est là. Il l'a prouvé l'an passé, il le prouve encore cette année. Puis, tu sais, on se rappelle le match contre Saint-Jean qu'ils ont échappé. Ils avaient quand même réussi à faire des jeux pour amener dans une drive. Ça a été une passe. Ça a été une passe dans la zone des buts interceptée par Nathan Carnian qui avait mis fin au match, mais on avait réussi à aller chercher des verges pour justement se mettre en position d'essayer d'aller au moins égaliser le match. Donc, à chaque fois qu'il touche au ballon, il peut le produire parce qu'il peut le faire mal. Puis, Phil, j'en parle depuis longtemps, dans notre bilan là, au début de la saison là, où on mettait la table, là, je disais que c'était un carrière qui pouvait te faire mal autant avec ses jambes qu'avec son bras, puis on en a la preuve cette année, puis quand ça compte, il est encore là. Et du côté de CNDF, c'est le jeu au sol qui a été très bon parce qu'on a lancé seulement pour 48 verges, seulement 4 passes complétées, mais 2 passes à toucher pour Thomas Leroux. Donc, mais c'est le jeu au sol et la défensive du CNDF qui a fait le travail dans ce match-là. Thomas Leroux est jeune, hein? Il y avait un certain Delille qui était là en début d'année qui pouvait partager. Il a quitté
le programme, il n'est plus là. Fait que c'est pas une blessure, il est plus là. Donc, tout repose sur Thomas Leroux. Il a lancé 19 passes, pas 39, 19 seulement. On essaie de garder ça simple, mais il en a complété juste 4, tu l'as mentionné. Fait que, tu sais, il y a un élément là-dedans, là, on a besoin d'être efficace parce que je ne suis pas sûr qu'on va tout le temps réussir à courir autant. Ceci dit, ça reste qu'on l'a fait contre Limoilou, là, ce qui n'est pas rien. Mais, tu sais, c'est NDF. C'est une drôle d'équipe cette année, on dirait, qui ont tout le potentiel au monde pour tout faire, mais trouvent le moyen de perdre des matchs ici et là. Sauf que ça reste une équipe que si elle trouve ses repères mentalement, peut très bien aller gagner le bol d'or. Comme l'an passé. C'est pas surprenant. Comme l'an passé, équipe qui jouait aussi, qui avait une saison en 2 temps, c'est NDF l'an passé aussi. Quand même. Ouais, mais ils sont rentrés dans les éliminatoires sur un high. Alors non, je le sais, mais c'était quand même une équipe qui avait une saison en 2 temps. Là, oui, complètement. Ils ont quand même été au bol d'or. Donc, c'est eux, il ne faut pas les prendre à la légère. Puis probablement, le scénario le plus plausible, c'est qu'on va avoir une revanche entre CNDF et Saint-Jean. Je suis pas sûr que CNDF va se faire avoir 2 fois. Je ne sais pas, là, mais le premier match aussi, il doit échapper d'une façon où oui, Saint-Jean avait bien joué, mais CNDF avait quand même fait des erreurs dans ce match-là. Donc, c'est une bien meilleure équipe que qu'est-ce que leur fiche le démontre, honnêtement. Aucun doute. J'ai bien aimé aussi du côté CNDF. On a utilisé Camden, on a utilisé Nadeau, mais Hugo Robitaille aussi qui est embarqué. Là, oui. On est dans une très bonne course. Oui, il amène un beau spark offensif. Fait que, d'après moi, on risque de le voir arriver dans la rotation pas mal plus régulièrement. D'ailleurs, là, il faut mentionner, en fin de match, là, quand on était à la ligne de 1 puis on s'est fait arrêter, là, Olivier Savard notamment, qui fait le dernier jeu sur le 4e essai, on était à la ligne de 1, CNDF aurait pu finir le match là-dessus. Ouais. Rappelons-nous de ça. Puis ça, c'était Hugo Robitaille qui les avait amenés là, avec 2 grosses courses. Fait que non, regarde, c'est plein de détails. Il y a un match de foot, c'est plein d'événements, c'est plein d'ici, mais écoute, on en a eu pour notre argent avec les 2 matchs, je vais dire même avec les 4 matchs en fin de semaine, on en a eu pour notre argent au niveau de la D1. Rapidement, on va regarder de quoi ça a l'air. Vanier contre Grasset la semaine prochaine. Je pense que c'est une belle occasion pour Grasset de stabiliser des choses ici. Mais rien à prouver là. C'est vraiment juste peut-être des bobos à guérir pour certaines personnes, se remettre dans une bonne posture mentale. Champlain-Lennox contre Notre-Dame. Ça, ici, on a une bataille de défensive impressionnante qui risque de jouer là. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Est-ce que vous mettez l'avantage à Notre-Dame parce qu'ils sont à la maison ou Champlain-Lennox qui est en feu qui depuis... Moi, je vais avec Lennox. Leur attaque compense beaucoup plus pour avec la défensive qu'elle donne que CNDF peut le faire. T'sais. Est-ce que si Leroux, on le limite encore à seulement lancer vers une 20aine de passes, puis que notre Joe Sol ne produit pas contre Lennox, je pense que Lennox est beaucoup plus équipé offensivement avec la défensive qu'ils ont pour gagner ce match-là. C'est le seul avantage que je donnerais peut-être du côté. Sans dire qu'ils ont une attaque spectaculaire, mais si Jerry Momo court pour 100 verges puis que Doherty Lincourt fait le travail comme il l'a fait la fin de semaine contre Grasset, on est en business côté de Lennox pour moi. Ouais, si je ne m'abuse, je crois que Champlain-Lennox joue pour l'avantage du terrain et un bail à la première semaine. Ouais. Dans un des scénarios, là. Oui, exact. Non, mais je crois que... Si Lennox bat CNDF, puis que Saint-Jean bat Garneau, là, évidemment, j'ai pris pour acquis que Grasset allait gagner contre Vanier, puis que Limoilou allait gagner contre Vieux-Montréal. Ça, c'est je me suis donné une petite chance. Là. Je me suis donné des scénarios plus plausibles. Si Saint-Jean bat Garneau, puis que Lennox bat CNDF, à ce moment-là, on se retrouve avec Limoilou et Lennox en congé. Et même chose, si Lennox bat CNDF, même si Garneau bat Saint-Jean, Lennox est qualifié. Fait, donc, ça revient à ce que vous dites. Si Lennox c'est fait. Exact. Donc, on va arriver là-bas, puis il faut absolument gagner, puis se créer un momentum. Cette semaine-là est très importante. Là. Et Lennox veut montrer, ils ont perdu le premier match de la saison contre CNDF. Fait que tu veux gagner ce match-là pour justement pour envoyer un message. Donc, ça va être très intéressant. Je pense que ça va être le match du week-end en D1. Pas de doute. Puis, évidemment, Garneau-Saint-Jean,
Garneau-Saint-Jean, c'est un peu. Tu parles de Saint-Jean, justement, qui ne veut pas perdre 2 fois, certainement, contre Garneau. Il y a quelque chose à envoyer là comme message, puis tu veux être sûr de ne pas entrer en éliminatoire avec une défaite autant que possible. Saint-Jean, c'est une équipe de momentum, comme bien d'autres, vous allez me dire, mais Saint-Jean, qui est une équipe qui marche beaucoup sur son attaque, puis comment ça roule. Garneau, ça reste un bon test. Tu es obligé de jouer un match complet. Là, si tu veux aller les battre, ce n'est pas une défensive qui va te donner le match. Donc, pour Saint-Jean, c'est un enjeu important. C'est un enjeu d'un match à domicile, encore de finale en partant. Ce serait la première fois depuis qu'on est revenu en D1 qu'on aurait un match éliminatoire à Saint-Jean en D1. Donc, c'est un très beau défi. Puis justement, tu veux prouver que la défaite contre Garneau en début de saison, c'était justement un début de saison. Donc, tu veux prouver, mais Garneau va venir. Ça va être tout un match. Là. Ça va être d'ailleurs le match hommage aux militaires du côté de Saint-Jean. En fait, Savane, c'est une ville militaire quand même. Absolument, absolument, exact. Et salut à eux d'ailleurs, salut à quelques personnes que je connais qui sont à Saint-Jean et dans le domaine. Donc, s'ils écoutent, vous êtes salués. Mais oui, on en reparlera de toute façon la semaine prochaine parce que les matchs vont avoir été joués, puis là, on va se faire un vrai. Au lieu d'être dans l'hypothétique, on sera dans le réel. Dans le concret. La clé pour moi dans ce match-là, ça va être le front défensif de Garneau de Saint-Jean contre la ligne à l'attaque de Garneau. Ouais. Pour moi, présentement, on arrive à s'ajuster en deuxième demi, mais trop souvent, on se fait courir à l'intérieur. Surtout avec notre front à 3 à Saint-Jean, il faut colmater ça. Parce que si on les arrête pas au sol, on a quand même La Fontaine, on a La Rochelle aussi qui est là. Konaté est un gros gars au centre de la ligne défensive, là, mais il faut s'arranger aussi parce que c'est pas le plus mobile non plus. Fait qu'à quelque part, il y a des ouvertures des fois qui peuvent se créer. Ceci dit, je vais laisser les coachs réfléchir à ce qu'ils ont à faire pour recouvrir les gaps. On va aller en D2. D2 fin de semaine intéressante. Là aussi, des résultats vraiment à analyser. Je vais passer rapidement. Edouard, une fin de semaine à la D2. Là. Ça a été un week-end à la D2 complètement cette année. Oui. Exact. Cette division-là est folle. Cette division-là est folle, tu as raison. Ça fait quelques années qu'elle est un peu folle, mais on en a pour notre argent cette fois-ci encore. Édouard Montpetit qui l'emporte 29-6 contre Huntsic. Et Édouard Montpetit s'assure une place en éliminatoire. Je vous épargne tous les scénarios du monde. Alors, correct, juste ça, c'est bon. Juste ça, tout le monde va le prendre. Allez lire l'article, ça vous explique tout ce qu'il y en est. Mais Édouard Montpetit est sûr d'être en série. Maintenant, est-ce que ça va être 7e ou 8e position? La vie le dira. Lévis, qui a aisément vaincu Trois-Rivières 35-2. En fait, les Trois-Rivières, les deux équipes préférées à Marc qui jouaient un contre l'autre. Est-ce que le match. C'est la même ville, en fait. C'est la même ville. Les deux équipes jouent à domicile. Puis. Et là, on va entrer dans le vif du sujet avec les 3 autres matchs. Puis je vais commencer avec le match qui n'a pas été serré du tout, puis que c'était surprenant. Victoire de 39-1 pour Lionel Groulx contre Valleyfield. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais que Lionel Groulx a une bonne défensive, puis je le sais que Tristan Thibault peut courir avec le ballon en masse. Mais que Valleyfield ne fasse qu'un seul point, je vous laisse m'expliquer ça, les boys. Moi, je regardais le match au complet. On regardait le hockey. J'avais une soirée avec des amis. Puis là, je branchais le match sur le portable en même temps. Puis, mais un élément clé. Celui sur qui on a des doutes depuis le début de la saison nous a fait mentir. Marc-Antoine Charlebois avec 4 passes de toucher, qui a pris les rênes de cette attaque-là, puis qui a été très bon. On a seulement lancé 17 fois, mais il a clutché quand c'était le temps. Alors ça a été un élément. Mais Valleyfield est en train de nous prouver que c'était peut-être une moins bonne équipe qu'on pensait. Oh! Honnêtement, là. Non, mais honnêtement, parce que là, cette équipe-là, et tu vois, si vous allez regarder les scénarios du texte de Phil, Valleyfield, là, tout d'un coup, c'est passé d'une équipe qu'on pensait, on voyait peut-être dans le top 4 de la Ligue à une équipe qui n'est même pas assurée de faire les séries encore. Exact. Alors, il y a des points d'interrogation. Écoute, on a complété 2 passes offensivement du côté de Valleyfield dans tout le match pour des gains de 12 verges. Alors, tu sais, on veut pas lancer le ballon. Dans un match que tu perds 39-1, tu lances même pas le ballon. Donc, ça donne une indication de comment tu n'as pas confiance tant que ça dans ton jeu aérien. On a bien couru, effectivement, mais on était la défensive de Limoilou, pas de Limoilou, de Lionel Groulx, qui est déjà très bonne.
si tu l'as fait jouer dans du football unidimensionnel, c'est eux qui vont prendre le contrôle du match. Alors, non, il y a eu beaucoup de points d'interrogation du côté de Valleyfield, puis ils se sont confirmés dans ce match-là. Lionel Groulx, c'est une équipe que j'aime bien, qui joue pas dans la dentelle, mais qui fait bien les choses. Mais je suis le premier surpris de voir un score de 39-1 dans ce match-là. Puis Lionel Groulx contrôlait le match du début à la fin. Ils n'ont même pas été inquiets dans ce match-là une fois. Je n'ai même pas senti une équipe qui était Valleyfield n'a pas fait les choses pour inquiéter Lionel Groulx, effectivement, dans ce match-là. Puis cette performance-là défensive, juste, elle s'est faite sans Loïc Brodeur, qui n'était pas au match. Oui, exact, en plus. OK. En fait, s'il y a beaucoup de questions du côté de Valleyfield, là, Lionel Groulx, il n'y en a pas. Défensivement, on est solide. À l'attaque, là, j'avais l'impression qu'il ne pleuvait même pas. Tellement l'exécution était là, c'était de toute beauté. On attrape les balles. Charlebois était magistral. Thibault, il court. Tu sais, là, coacher un running back qui court en escalier, là, c'est fou. Là. C'est vraiment, il lit ses blocs, c'est de toute beauté. Eux autres, on arrive à l'approche des séries, là, on est prêts. Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est une belle démonstration aussi de la vitesse de Lionel Groulx en attaque. Ouais. J'ai vu cette équipe-là planter Valleyfield par sa vitesse. Dans un match où il pleut, tu sais, souvent, c'est la robustesse qui fait la différence dans ces affaires-là. Ils ont ajouté l'élément robustesse à l'élément de la vitesse. Ça a été une combinaison des deux, mais c'est la vitesse qui, comme tu dis, qui est prise d'abord, qui a été l'élément clé, mais on a ajouté de la robustesse là-dedans. C'était clair que Valleyfield n'était plus dans le match avec ça. Non, absolument. Puis, tu sais, je vais finir pour ce match-là en réitérant ce que tu as dit. Marc-Antoine Charlebois, je l'ai déjà dit, ce gars-là est un gamer. S'il est dans sa zone mentalement, il va te faire mal. Il a un excellent bras. C'est un gars capable de rejoindre ses receveurs de toutes sortes de façons. C'est un bon corps arrière. Est-ce qu'il a la tête à la bonne place? Si oui, il peut vous faire très mal. Puis, si on l'utilise comme il faut, puis les coachs s'arrangent pour qu'il soit solide ici, qu'il soit à la bonne place, ça va être dangereux pour qui va l'affronter en éliminatoire. Marc a apporté un bon point. Il mouillait. Charlebois était bon dans l'appui, dans un match qui était important, où Lionel Groulx voulait envoyer un message de plus en D2. C'était le bon match pour faire ça, puis il était bon, chapeau. Puis un point positif pour Valleyfield, Lancelot Gilbert encore qui a été excellent défensivement, mais je pense qu'il manque d'appui autour de M. Gilbert en défense côté de Valleyfield. Le football, à part au niveau atome ou à peu près, n'est jamais un sport d'un seul joueur. Donc, le fameux fait ton 12e, hein, c'est ça. Gros match qu'on avait à Saint-Hyacinthe. Montmorency s'en va là-bas et sincèrement, Montmorency a dominé ce match-là pendant 3/4 de temps, facile. Ils étaient en contrôle du match, mais la vie étant ce qu'elle est, si tu échappes ça pendant deux drives de suite, il arrive ce qui arrive et il a fallu un jeu magnifique en fin de match pour aller gagner la partie pour Montmorency, pour aller rechercher ça, parce qu'on était en train de l'échapper. On menait tout le long de la partie, puis finalement, c'était rendu, c'était quoi, 17-1 ou quelque chose comme. Puis finalement, on met ça, on arrive à mettre ça 20-17 pour Saint-Hyacinthe. Merci. Finalement, à la toute fin, qui d'autre que Olivier Jean, qui s'étire de tout son long pour aller marquer le toucher et briser le cœur et les reins et tout ce que vous voudrez des joueurs de Saint-Hyacinthe et de leurs partisans sur place, parce que Momo est allé chercher une grosse victoire et est en train de se positionner, malgré ses 2 défaites pour commencer la saison, est en train de se positionner avantageusement pour finir la saison au sommet du classement. Oui, effectivement. Non, écoute, c'était exceptionnel ce que j'ai vu de Montmorency, honnêtement, dans ce match-là, offensivement. Bedoya était très bon. Bedoya était meilleur qu'Antoine Ouimet. C'est combien de fois qu'on a pu dire ça cette année qu'un corps arrière était meilleur que Ouimet? Une fois en ce moment. Exact.
Donc, tu sais, il a été bon, tu sais, c'était bon. Olivier Jean, puis on a distribué le ballon. On n'a pas juste visé Olivier Jean dans ce match-là. Oui, c'est lui qui a 8 catchs, c'est lui qui en a le plus. Il a fait des gros catchs à des moments importants, mais tu sais, Benjamin Bernard a touché au ballon, Guillaume Trahan. Donc, tu sais, plusieurs joueurs ont touché au ballon. On a lancé le ballon. On a essayé 30 tentatives de passe, on a complété 18, 2 passes de toucher, une interception. Ça a été un gros match, honnêtement. L'attaque de Montmorency est, comme tu l'as dit, Phil, même la défensive, pendant 3 quarts, on dominait ce match-là d'un bout à l'autre. Honnêtement, si c'est pas du quatrième quart, ce match-là se finit peut-être même pas serré comme ça. C'est un beau message qu'on a envoyé. Puis c'est ça qu'il faut regarder du côté de Montmorency, c'est la façon dont on était pour dominer dans les 3 matchs. La défensive de Montmorency avait fait ses devoirs contre Antoine Ouimet. Qui a lancé pour 173 verges. C'est rare qu'il ne lance pas pour 200 verges dans un match. Moins de 50% des passes complétées. Exact, et moins de 50%. Donc, c'est Dylan Leclerc qui a été la grosse vedette offensive de les receveurs. Il y a 102 des 173 verges par la passe, c'est pas compliqué. Donc, Ouimet était le meilleur porteur, mais écoute, gros travail de Montmorency dans ce match-là. Pour moi, ils viennent d'envoyer un sérieux message à toute la D2. Et à noter, Nelson Volel finit le match avec 2 catchs pour 5 verges. Puis oui, je le sais qu'à la toute fin, parce que ceux qui ne l'ont pas vu, à la toute fin, Nelson Volel, le ballon lui passe entre les mains. Il aurait pu donner la victoire à la fin, malgré tout, à Saint-Hyacinthe. Mais c'est Thomas Wright, le demi de coin de Montmorency, le numéro 21, qui est un joueur tout étoile, là, ce gars-là, semaine après semaine, affronte les meilleurs receveurs de l'autre côté. Et Thomas Wright a eu le numéro de Nelson Volel. Il était bon. Il était tu sais, la fameuse expression qu'on utilise, il était dans ses shorts, là. Ça a été ça tout le match. Et si tu es un receveur, tu ne veux pas avoir Thomas Wright dans tes shorts. Ça fait 2 ans que ce gars-là est extrêmement solide. C'est un gars de 2e année. Il va être encore là l'an prochain. Un demi de coin très haut de gamme. Il a fait toute une job. La preuve, les 5 verges seulement de Volel. Défensivement, Momo, là, c'est de toute beauté, là. On est intraitable, même on a arrêté de jouer au sol pratiquement. Oui, Antoine Ouimet a réussi à courir en 2e demi, il a commencé à utiliser ses jambes un peu plus. Mais honnêtement, défensivement, il n'y a pas grand-chose à dire du côté de Momo. Ben, tu donnes 39 verges à Xavier Roy, tu l'as dit. Là. Et on s'entend-tu que sur les courses de Ouimet, il a couru, mais la majorité, c'était pas des jeux planifiés pour la course. Il est échappé. Puis il est allé chercher les verges, il est allé chercher les premiers essais, il a tiré les séquences. C'était pas des QB lead, des QB draw qu'on a rentrés là, juste pour changer l'allure du match. Alors, c'est pour ça qu'il faut souligner que ça a été tout un match défensif, surtout de la boîte défensive de Montmorency. Et tu sais, Thomas Wright, là, puis ça, je veux juste souligner ce point-là à terminant, Phil, parce que au niveau des statistiques, tu regardes, il n'y en a pas eu. Mais la grosse statistique, c'est qu'il a empêché Nelson Volel d'avoir un bon match. Alors, pour moi, c'est ça la statistique la plus importante. Et de toute façon, quand tu es un bon demi de coin, c'est rare qu'on continue d'aller sur toi. Donc, c'est. Pas mal de principes, en effet. Il y a de quoi que je n'ai pas compris au niveau de la défensive de Saint-Hyacinthe, là. C'est le coussin que nos demi de coin donnaient aux receveurs. C'est fou le nombre d'espace qu'on donnait à Olivier Jean, entre autres, sur des tracés courts. Il arrivait à prendre la balle, puis après ça, faire de quoi avec. Puis, Bedoya a été patient. Il l'a pris. On me donne ça, il le prend. C'est ce que j'ai aimé du match de Bedoya. Il est allé aux choses simples. Il est allé, parfait. Il a pris ce que la défensive lui donnait et ses receveurs, la majorité du temps, étaient bons pour courir après l'attraper. Alors, ça a été intéressant. Puis ça, je pense que c'est un point positif pour Montmorency à l'approche des séries. Ouais. Trahan, dernière drive, oui. c'est wow. Absolument. Puis, tu sais, soulignons, on parlait de la défensive, là, 6 sacs quand même qu'on s'en va chercher dans le match, dont 3 par Justin Nadeau. Donc, à souligner, là, franchement, du gros travail de ce côté-là. Là, on a évidemment une autre semaine qui s'en vient de beau football. Y a-t-il un match, j'ai oublié de parler? Oui, Beauce Appalaches qui est allé causer la surprise. La tête, je voulais finir avec ça, puis je m'en allais l'oublier. Merci, messieurs, de me ramener sur terre. Je me disais aussi qu'il me semblait qu'il y avait une bonne histoire à raconter qui manquait. Beauce Appalaches qui affronte et qui reçoit Sherbrooke, les champions en titre. Beauce Appalaches qui viennent de recevoir une taloche la semaine d'avant. Et on décide de se préparer pour ce game-là en disant « j'ai rien à perdre ». Malheureusement, ils sont éliminés des séries malgré tout, ceci étant dit, mais
20-18. On s'en va gagner le match contre Sherbrooke. Est-ce que ça en dit plus sur Beauce-Appalaches ou sur Sherbrooke, ça, ce résultat-là? Comment il faut le voir? Ouais. On ne l'a pas volé, honnêtement. Là, on l'a travaillé du côté de Beauce-Appalaches. J'ai eu la chance d'écouter le match. Il y a un gros facteur, puis on a parlé un peu hors d'onde. Un terrain naturel avec une pluie battante. Quand on ne pratique pas là-dessus, quand on n'est pas habitué de jouer là-dessus non plus, ce que Sherbrooke vit quotidiennement, on l'a vu vers la fin, surtout quand le terrain était vraiment détrempé, que là, l'avantage est tombé à Beauce-Appalaches qui, lui, est habitué de jouer dans ces conditions-là. Puis, honnêtement, dans les 2 dernières drives, ça l'a paru. Le jeu nord-sud de Beauce-Appalaches qui sont capables de s'imposer physiquement. Et à l'inverse, on avait de la difficulté à le faire du côté de Sherbrooke. Ça a été un point déterminant. D'ailleurs, on a manqué un placement parce qu'on était en position quand même on aurait pu égaliser le match ou même passer devant. Non, je pense qu'on l'aurait égalisé. Ça a fini 26. À ce moment-là, oui. Oui, OK. Posadas, il a eu la balle 2 fois dans la dernière drive. Il a perdu pied. On le voyait, là, les gars avaient de la misère maintenant à se tenir debout. Puis après ça, on arrive, on s'en va faire un placement. Encore là, il fallait le faire, mais ça a bien joué. Il y a eu un facteur là-dedans, définitivement. Là, mais tu finis quand même avec 75 jeux offensifs pour Sherbrooke contre 31 pour Beauce-Appalaches. Il y avait un contrôle. Tu lances le ballon 37 fois et tu réussis 29 passes, mais tu finis seulement avec 200 verges. Je comprends que c'est le style de passe. Tu n'es pas en mode long gain de 25, 30, 35, 40 verges à chaque, quand dans des conditions comme ça. Mais ça reste que c'est ce qui se passe. On avait le ballon, on travaillait avec ça. La défensive de Beauce-Appalaches de jouer toute une. On était prêts. Même, puis tu parles, habituellement, quand tu as plus de jeux offensifs, des fois qu'un autre, tu brûles la défensive. J'ai jamais senti la défensive de Beauce-Appalaches être à bout de souffle, être martelé physiquement. On est resté dans le match jusqu'à la fin, puis c'est ce qui a fait la différence. On a été bon quand ça comptait. Ace 7-8 pour ce 87 verges. Il a lancé une passe de toucher quand c'était le temps. À qui d'autre que lui de relais, évidemment. Et Zachary Roy a touché au sol. Donc, les canons offensifs de Beauce-Appalaches ont produit quand c'était le temps dans des conditions qui eux le connaissent. On n'a pas été obligé de jouer dans la dentelle. On a juste été bon défensivement puis produire offensivement quand c'était le temps. Et on a gagné ce match-là. C'est typique Marc Loranger pour le connaître un petit peu. Puis on amenait la pression défensivement. Là. À un moment donné, je pense qu'on est rentré à 9. Là. On blitzait à 9. Là. C'était fou. Là. Donc, ces petits passes, ces petits jeux, évidemment, là, on visait dans le flat, tout ça. Fait que, oui, il y avait des complétions, là, mais encore là, qu'est-ce qu'on fait avec après? Fait que, non, ils ont vraiment joué avec les éléments. C'est ça, exactement. On a donné à Sherbrooke, ils ont fait beaucoup de jeux offensifs parce qu'on leur a donné de traverser le terrain avec des petits jeux et tout. Alors, on leur a enlevé tu sais, des fois, Sherbrooke, oui, on sait que c'est méthodique, mais des fois, ils sortent un gros jeu quand c'est le temps. Beauce-Appalaches a éliminé ça tout le match, les jeux, les longs gains et ces choses-là. On a forcé Sherbrooke à y aller par partie gain. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de jeux. La défensive de Beauce-Appalaches, comme je le dis, n'a pas été ébranlée par ça. On dirait que c'était ce qu'on voulait. On était habitué à ça. D'ailleurs, Kevin Morin, quel match pour Beauce-Appalaches en défense. Lui, il était très solide. Louis Drolet, Dubois-Farrar, Drolet, là, il est beau à voir aller aussi. Là. Il est shifty, puis tu le vois que justement, son footing sur un terrain mouillé, là, il était très agile pour les changements de direction, des choses comme ça. Fait que, puis on le line-up un peu différemment. Des fois, on l'amène un peu dans le backfield. D'ailleurs, il a marqué un touché en sortant. C'est ça. Son touché, c'est en sortant du champ arrière. Et on l'a amené, on l'utilisait receveur, des doubles feintes souvent. Surtout sur un gazon mouillé, là, tu sais, Marc, t'en as parlé, mais on utilisait la double feinte parce que lui, il est assez dynamique pour le faire et il est habitué de jouer dans ces conditions-là. Alors ça, c'est des éléments qui ont fait la différence. C'est une très belle victoire de Beauce-Appalaches, honnêtement. Ça envoie un message aux sceptiques qui disaient qu'il y en a qui avaient peut-être pas nous nécessairement, il y avait du monde qui pensait qu'est-ce qu'ils font en D2, mais là, ils viennent de chercher une grosse victoire contre les champions en titre. Absolument. Beauce-Appalaches, c'est une organisation qui va faire sa place en D2. Là, pensons pas que bien coaché. Cette année sont
on va faire foi de tout ce qui va se passer avec eux autres, là, vraiment. Bien coaché, là, Marc Loranger, c'est un excellent entraîneur là, partout où il a passé. Il était capable de faire des belles choses quand même. Donc, c'est un beau programme. Il a rebâti le programme. Puis, comme tu dis, je pense que c'est une culture plus déjà de cégep d'organisation qu'une équipe. Donc, ils vont avoir leur place en D2. Moi, je pense que ça envoie un bon message pour l'an prochain avec les éléments qu'on a. Là. Exact. Hey, je vais prendre 10 secondes pour souligner le travail de 2 joueurs qu'on fait. C'est rare qu'on le fait. Là. Le garde à droite de Beauce-Appalaches puis le bloqueur à droite, Vincent Coulombe, Samuel Fecteau en deuxième demi. Là, quand on s'est mis à courir, quand Roy s'est mis à courir et Quirion, là, c'était dans leur dos. Fait que chapeau, vous avez ouvert des brèches, là, c'est de toute beauté. On était là, on est resté là, puis on est allé scorer. Donc, je vous ai vu travailler. Beau travail, messieurs. Good job, good job, good job. Semaine prochaine, là, on va s'amuser avec 56 scénarios, mais avant de. En fait, je ne les exposerai pas, c'est trop long. Je vous le dis, là, j'expose. Allez lire l'article. Oui, allez lire l'article, mais surtout, on va regarder des matchs, puis que ça commence vendredi. Beauce-Appalaches à Lévis. J'aurais pu partir de l'idée que c'est un. C'est pas un match facile pour Lévis, mais c'est pas le cas parce que, à cause de ce que Beauce-Appalaches vient de faire contre Sherbrooke, je sais qu'on s'en va à Lévis puis on ne sera pas sur le gazon naturel, mais n'empêche. OK? Lévis a un gros match à aller chercher là contre Beauce-Appalaches. Puis vendredi, même soir, Saint-Hyacinthe à Sherbrooke. Ça aussi. Deux équipes qui reviennent d'une défaite. Oui. Alors là, ça devient très important pour l'allure du classement, là, soudainement, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke. Absolument, parce que là, ça peut bouger bien les affaires. J'ai hâte de voir, c'est à Sherbrooke. Si Saint-Hyacinthe, pour moi, demeure l'équipe la plus dangereuse dans cette ligue, je vais le dire comme ça. Surtout offensivement. Oui, mais tu sais, je pense qu'ils sont capables de faire un peu de tout. C'est un peu mon point. Là, puis, fait eux autres, comment mentalement on va approcher ce match-là? Est-ce qu'on est capable de faire un reset ou on va être en mode vengeance ou en mode, je ne le sais pas, mais tu sais, j'ai hâte de voir comment mentalement on va arriver à ce match-là contre Sherbrooke. Et quel sera le plan de match aussi? Bien, évidemment. Est-ce que ça va être différent? On a vu des choses contre Montmorency qui n'ont pas marché. Donc, j'ai hâte de voir contre la défensive de Sherbrooke comment ça va se donner. Ça va être l'attaque de Saint-Hyacinthe contre la défensive de Sherbrooke. On va avoir une belle bataille, je pense. Ouais, je veux me rendre là. Moi, je vais aller voir ce match-là. Je vais aller le vivre. Je vais aller le filer, là, en fait. Là. Ça va être intéressant. Good. Hâte d'avoir ton feedback de gars sur place. Ensuite, samedi, 3 matchs importants aussi. À 13h, Lionel Groulx à John Abbott. Ça peut déterminer qui finit au sommet du classement. Franchement, l'attaque de John Abbott contre la défensive de Lionel Groulx, ça peut être intéressant. Je vais mettre l'avantage de Lionel Groulx, même si on est à John Abbott, mais Abbott sont capables de gagner contre n'importe qui, n'importe quel jour donné. C'est une bonne équipe de football qui manque peut-être des petites affaires ici et là, mais qui est une de celles capables de tout mettre ensemble. Ouais. On l'a vu dans leur dernier match contre Valleyfield, d'ailleurs. Valleyfield se tirait dans le pied sans arrêt. John Abbott n'a pas nécessairement joué son meilleur match, mais John Abbott, à chaque fois, était là, faisait ça. Fait que si tu fais des niaiseries contre John Abbott, ça va te coûter cher. C'est un peu ce qui est arrivé. Et puis, Huntsic à Montmorency, Huntsic à Montmorency, c'est à Montmorency de faire sa job et de gagner son match. Ça ne changera pas grand-chose. Mais Trois-Rivières à Valleyfield, scénario intéressant. Ça pourrait, si Trois-Rivières l'emporte et si on embarque dans toutes sortes d'autres scénarios, Valleyfield pourrait être sorti des éliminatoires. Et ça, on n'a pas vu ça très souvent dans l'histoire du Montréal. Ça serait une catastrophe, honnêtement, pour Valleyfield d'être hors des séries dans une division où on pensait que malgré la parité, il serait proche du top 5. Et là, être hors des séries, ça serait une catastrophe. Je pense que ça serait la première fois depuis 2017, en fait. 2017, c'est ça. Il était en Détroit à l'époque. Exact. Ouais. Donc, il va y avoir des questions à se poser si on ne fait pas les séries du côté de Valleyfield. Ouais. Bien, certains, il va falloir se poser des questions. Puis l'affaire, c'est que Trois-Rivières, c'est une bonne défensive. Juan Antonio, leur porteur de ballon, est un dur à cuire là, quand il court. Il n'est pas le fun. Donc, non, c'est pas fait. Valleyfield va jouer avec, disons, un peu de stress. Là. Thomas Roy aussi, qui a joué tout le match contre Lévis, même si, on regarde le score, on se dit, évidemment, ça n'a pas été très serré, mais il est en contrôle. Il est capable de faire le quoi sur un terrain. Là.
Mais. On en avait parlé la semaine d'avant, qu'on avait bien aimé sa deuxième demi, qu'il avait quand même fait des belles choses, puis qu'on voulait en voir plus. Bravo, Marc, tu as été écouté. Oui, puis honnêtement, je pense qu'il est à la bonne place. Mais un samedi soir à Valleyfield, il va y avoir du monde autour de ce terrain-là. L'ambiance va être folle. Pour avoir déjà assisté à des matchs là-bas, là, un samedi soir, c'est cool. Il y a de l'ambiance. Anecdote comme ça. Ma première finale que j'étais allé comme coach en finale, c'était à Valleyfield. C'était les Saint-Jean contre Valleyfield. Un match de fou, 22-15. C'était un match à 3h l'après-midi, un samedi. Il y avait autant de monde qu'un match collégial. C'est une équipe c'est une ville de football. Là, il y a des joueurs, il y a une couple de nos joueurs qui ont été un peu intimidés, je pense, dans ce match-là. Ça fait partie du charme de Valleyfield. Puis ça va être intéressant parce qu'on va savoir aussi si ce match-là a un réel impact sur le classement pour Valleyfield, oui, mais sur la capacité de Valleyfield ou non en fait, les probabilités de Valleyfield ou non d'être éliminé des éliminatoires. Vous comprenez ce que je voulais dire? Éliminer, point. Hey, les gars, gros tour d'horizon. Il y avait du stock à dire en masse, puis on n'a pas fini. La semaine prochaine, on va recommencer ça. Merci. Merci beaucoup. Excellent job. Good job. Et on se reparle la semaine prochaine. Je vais avoir me préparer match de demi-finale en fin de semaine contre les Vikings, donc de Laval à Saint-Bruno, peut-être pour une place en finale dans 2 semaines. D'ailleurs, gros baron, je suis un On croit en vous. Yes. Salut, guys. À la prochaine. Salut, monsieur.